Bonjour à tous, donc cette vidéo, afin de vous proposer un exemple de correction, quant, au premier exposé de l'année portant sur, Franklin Delano Roosevelt et le New Deal. Donc tout au long de l'année, vous aurez des, capsules vidéo de correction en rapport avec vos sujets d'exposé, avec ce que vous allez, produire. Sachant que ce que je vous propose ici, n'est pas la seule solution possible. Il y a énormément de possibilités pour réaliser donc, l'exposé. Donc on va commencer par une correction de cet exposé numéro 1, donc Franklin Delano Roosevelt et le New Deal aux États-Unis, donc une solution à la crise de 1929. Alors on va se retrouver, hein, donc, sur, l'écran donc, de l'exposé numéro 1, comme annoncé précédemment, Franklin D. Roosevelt et le New Deal aux, États-Unis. Alors, on peut déjà commencer par une rapide, présentation de Franklin Delano Roosevelt, donc né, le 30 janvier 1882 et décédé le 12 avril 1945. Alors, Franklin Roosevelt est avocat de formation. Il devient rapidement sénateur démocrate de New York et est un proche du président Wilson de 1913 à 1920. En 1928, hein, il est gouverneur de l'État de New York. Franklin Roosevelt est par ailleurs atteint très rapidement en 1921 d'une paralysie des membres inférieurs. On pensait à l'époque qu'il s'agissait de la poliomyélite et donc il se déplace, avec des attelles ou avec une canne en public et il se déplace en fauteuil roulant en privé. Toutefois, Roosevelt, reste, très optimiste et ne fait que peu de cas de sa maladie. Il essaye de passer outre et de rester positif et il va, finalement devenir président des États-Unis, le 8 novembre 1932. Il est élu face au républicain Herbert Hoover, et il propose un New Deal pour sortir, les États-Unis de la crise. C'est ce que nous allons voir juste après. Par après, Franklin Roosevelt, est le président, des États-Unis donc, pour 4 mandats. Il est président donc de 1932 à 1945. Il est élu en 1932, réélu en 1936, réélu pour une troisième fois en 1940, ce qui est un précédent, qui n'avait, jamais pu se faire puisque depuis, George Washington, les présidents aux États-Unis étaient élus généralement pour 2 mandats et ne faisaient pas de troisième mandat. Du moins, George Washington avait refusé un troisième mandat et c'était dès lors devenu une règle. Franklin Roosevelt, lui, est élu pour un troisième mandat, puis un quatrième mandat en 1944, quatrième mandat qu'il ne mènera pas à son terme puisqu'il décède le 12 avril 1945 à 63 ans d'une hémorragie cérébrale. Par rapport à sa politique de manière générale, Franklin Roosevelt a rompu avec, l'isolationnisme des, Américains puisque, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a tout d'abord mis en place un programme pré-buy, hein, permettant aux États-Unis de vendre du matériel de guerre aux alliés. C'est ce qui va aussi sortir les États-Unis, de la crise de 1929 et puis, à compter, de l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, il va, faire entrer, les États-Unis pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. Alors si on prend, la politique, générale, du New Deal, on se rend compte qu'en 1932-1933, les États-Unis sont toujours empêtrés dans la crise économique débutée avec le krach boursier de 1929. Et dans un des discours qu'il présente à Chicago, alors que les démocrates, viennent de le désigner comme leur candidat pour les élections présidentielles américaines de 1932, Franklin Roosevelt évoque l'idée d'un New Deal, une nouvelle donne qui permettrait alors aux États-Unis de sortir de la crise. Alors, si on regarde, ces chiffres économiques de plus près, on se rend compte que, le chômage a explosé au moment de la crise de 1929 aux États-Unis. Vous voyez qu'en 1929, il y a 1,5 million de chômeurs, donc 3,1 des actifs, aux États-Unis sont au chômage. 2 ans plus tard et même 3 ans plus tard, en 1932, on est à 24 de, chômeurs aux États-Unis, 11,9 millions, quasiment 12 millions de chômeurs. Le chômage a explosé au moment de la crise et on se rend compte que les prix se sont effondrés, hein.
Si on prend des prix indice base 100 en 1926, ces prix, ne sont, qu'aux alentours de 64-65 enfin, 64-65 des prix de 1926 en 1932-1933, donc effondrement des prix et hausse considérable du chômage. Au moment où Franklin Delano Roosevelt prend le pouvoir, le pays est donc en pleine crise et il était dirigé depuis 1929 par le républicain Herbert Clark Hoover. Les Américains le surnommaient Do Nothing, celui qui ne fait rien, et Hoover était en partie persuadé que le marché finirait par s'auto-réguler, hein, et il laissait la crise se faire sans réellement intervenir. Alors c'est plus ou moins vrai, hein, il a pris quelques mesures, des aides bancaires pour les entreprises et un appel à la charité privée. Toutefois, ce qu'il met en place ne fonctionne pas. Il a essayé d'encourager les milieux d'affaires, il a fait des lois qui augmentaient les droits de douane, donc une politique plus protectionniste, mais tout ce que Herbert Clark Hoover entreprend ne va au final faire qu'enfoncer le pays davantage dans la crise. Donc, en 1932, un quart des actifs aux États-Unis sont au chômage, donc un actif sur quatre. On est à 12 ou 13 millions de personnes. Et finalement, en 1932, Franklin Delano Roosevelt remporte brillamment les élections présidentielles. Il gagne 42 États sur 48, c'est ce que l'on peut voir ici. Victoire assez nette, assez franche de Franklin Delano Roosevelt. Alors les politiques aux États-Unis à cette époque sont basées sur les théories de l'économiste classique Adam Smith, économiste du XVIIIe siècle, qui a notamment écrit un ouvrage en 1776 qui s'appelle Recherche sur la nature euh, et sur les causes de la richesse des nations. Cet ouvrage réalisé en 1776 euh, évoque le fait qu'un État a parfois plus intérêt à acheter un produit qu'à le produire lui-même. De la même façon, Adam Smith est celui qui conceptualise la théorie de la main invisible. Le marché se régulerait naturellement sans aucune intervention humaine. L'offre et la demande permettraient d'arriver à un prix d'équilibre euh, qui satisferait tout le monde, les acheteurs comme les vendeurs. Et donc le marché s'autorégulant, l'intervention de l'État dans l'économie n'est pas souhaitable et pourrait même être, selon lui, contre-productive. Donc, pour voir un peu cela, je vous invite vivement à aller voir, faire des recherches sur Adam Smith, hein, qu'on considère comme l'un des pères fondateurs de l'économie moderne, père fondateur de l'économie du moins libérale. Et donc, pour revenir sur ce prix d'équilibre, hein, vous avez ici une courbe avec la demande, l'offre, et en fonction de l'offre et de la demande, un prix d'équilibre se fixe sur le marché. Et ce prix d'équilibre, normalement, donne satisfaction à la fois aux acheteurs et aux vendeurs. Alors, contrairement à Hoover, Roosevelt, lui, prône de nouvelles expérimentations provenant de l'État qui doit être audacieux face à la crise. Son programme n'est en rien un programme cohérent, mais il souhaite mettre en place des mesures pour redonner de la confiance dans le pays. Ses promesses sont vagues, mais il a un objectif, transformer la situation par l'intervention de l'État. Durant les 100 premiers jours de son mandat, Roosevelt va mener une politique interventionniste sans précédent dans l'économie états-unienne. Selon lui, la seule chose que les Américains doivent craindre à ce moment, c'est la crainte elle-même. Ne pas agir serait, selon lui, la pire des choses. Et donc, on arrive à ce qui va être le New Deal, en français, la nouvelle donne. Tout d'abord, dans un premier temps, les banques s'effondraient en masse, et elles furent fermées pour quelques jours. Une loi bancaire est mise en place, et son objectif est de supprimer les banques les plus fragiles, celles qui ne pourront pas rembourser leurs épargnants. Dans le même temps, il s'agit de renforcer les plus fortes, hein, celles qui, eux, pourront retrouver un fonctionnement normal. Il fallait déjà surtout stopper l'hémorragie psychologique. Dans sa première causerie au coin du feu, hein, les Fireside Chats, Roosevelt parle des banques. L'objectif est de convaincre la population de remettre son argent à la banque plutôt que de la conserver chez elle. L'objectif de Roosevelt est tout simplement de ramener la confiance dans le système bancaire.
Et donc ici, vous avez ces fireside chats. En fait, Roosevelt s'adressait à ses concitoyens à la radio de manière assez régulière pour leur parler des réformes mises en place. C'est une nouvelle forme de communication politique qui apparaît alors, hein. Ce sera repris ensuite partout ailleurs, partout dans le monde et par ses successeurs. Mais Roosevelt, du coup, essaye de communiquer directement avec ses concitoyens en passant par la radio. Donc, il les incite, dans un premier temps, pour le premier Fireside Chats, il les incite à remettre leur argent à la banque. Et donc, le fait de remettre l'argent à la banque, ça va permettre de relancer les banques qui vont d'ailleurs être soutenues par l'État qui va soutenir les banques les plus solides et qui va laisser du coup disparaître les plus fragiles, celles qui ne pouvaient pas rembourser les épargnants et donc ramener la confiance. Vont s'en suivre d'autres mesures économiques, le dollar va être dévalué de 40%, ce qui a pour objectif de permettre aux États-Unis d'être plus compétitifs et d'exporter davantage. On a ici une mesure encore une fois protectionniste. Par ailleurs, l'étalon or, on l'a vu en cours, est abandonné et les Américains doivent échanger leur or contre de la monnaie papier. Finalement, en juin 1933, pour le secteur bancaire, les banques d'affaires vont être séparées des banques de dépôt et donc l'argent des épargnants ne va plus être utilisé à des fins spéculatives. Deuxième élément de la politique menée par Roosevelt, les grands travaux. L'État va avoir un rôle de planificateur. C'est notamment le cas dans le cadre de la mise en valeur du Tennessee avec la Tennessee Valley Authority, la TVA. Cette Tennessee Valley Authority a pour objectif la construction de barrages et cela doit attirer des industries dans le Tennessee et dans le sud du pays, hein, qui est plus durement touché par la crise que le nord. Et donc l'objectif, c'est de donner du travail aux populations tout en permettant de développer davantage les États du Sud. L'État joue également un rôle de régulateur avec l'Agricultural Adjustment Act, l'EHE, qui a pour but d'éviter la surproduction. Les fermiers sont incités ou bien forcés, dans le cadre des productions de coton, à réduire les surfaces cultivées et donc à moins cultiver en échange d'un prix minimum, donc d'indemnisation de la part de l'État et de l'effacement ou de la diminution du moins de leurs dettes. Donc les agriculteurs produisent moins afin de faire remonter les prix et d'éviter cette surproduction qui avait ruiné les exploitants agricoles. De la même façon, le National Industrial Recovery Act, NIRA, ou NRA, oblige les industriels à se répartir des quotas de production et à fixer des prix minima. En contrepartie, les industriels doivent augmenter les salaires afin de booster le pouvoir d'achat. Ainsi, les entreprises qui suivent la politique donc nationale sont incitées à mettre un aigle bleu devant leur entreprise, le Blue Eagle. Et donc cette loi est mise en place en 1933 afin de soutenir l'emploi et les salaires, mais elle va finalement être supprimée dès 1935. Donc on joue sur les prix agricoles avec l'Agricultural Adjustment Act et on joue sur les prix industriels avec la National Industrial Recovery Act. Donc ces mesures économiques sont censées pouvoir remonter les prix des différentes productions nationales. Alors nous venons de voir donc avec ce premier New Deal, hein, les mesures économiques menées très rapidement après l'investiture de Franklin Delano Roosevelt. On pourrait également citer l'Economy Act, hein, donc, qui a pour but de faire des économies à l'État, hein, par rapport à tout ce qui est dépensé outre mesure. Donc l'Economy Act qui diminue le salaire des fonctionnaires ainsi que les pensions des vétérans de guerre, hein, ce qui va entraîner une certaine contestation. Cependant, le New Deal, outre son versant économique, on doit avoir un versant social. Et ce versant social, ça va être l'objet du deuxième New Deal, donc à partir de l'année 1935, mis en place dès 1935, avec pour objectif de relancer effectivement davantage la consommation et d'aider davantage les personnes touchées par la crise. Donc le volet social du New Deal apparaît à partir de 1935, c'est ce que nous allons voir.
Alors à partir de 1935, du coup, Roosevelt donne une réponse à la crise en axant davantage, ses réponses, hein, sur le plan sociétal, le plan social. Tout d'abord, on peut trouver la Wagner Act, du nom du sénateur Robert Wagner, qui donne davantage de pouvoir aux syndicats dans le cadre des conventions collectives. Cela permet aux syndicats aux États-Unis de gagner de nombreux adhérents. On passe de 3 millions d'adhérents en 1933 à 7,2 millions à la fin de l'année 1937. Donc, et l'essor des syndicats dès 1935 avec la Wagner Act. Ensuite, on peut également citer la SSA, la Social Security Act, qui est mise en place et permet aux États-Unis d'avoir une assurance contre le chômage ainsi qu'une pension de retraite pour les personnes âgées de plus de 65 ans. En raison du lobby des médecins, en revanche, il n'y a pas d'assurance maladie, hein, qui sera, elle, mise en place en 1965. On incite toutefois ici à la naissance d'un État-providence, un État qui protège ses concitoyens des différents risques sociaux, donc le risque contre le chômage, et puis une sorte d'assurance vieillesse avec ses pensions de retraite pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Dans le même ordre d'idées, on peut citer la Works Progress Administration, WPA, qui est mise en place avec pour objectif de donner du travail aux nombreux chômeurs américains. 220 000 chômeurs sont employés dès l'année 1935 et en 1936, ils sont 3 300 000 chômeurs à être employés par cette WPA. Parmi les projets réalisés, on peut citer donc 40 km de trottoirs, des parcs, des égouts, des ponts, plus de 200 aéroports, des écoles, des hôpitaux, des gares, des bureaux de poste, la réalisation de peintures, de sculptures, etc. Par ailleurs, des enseignants ont pour mission d'apprendre à lire à des personnes analphabètes. Des artistes se produisent devant des publics qui, jusqu'alors, n'avaient jamais eu accès au théâtre, jamais eu accès à la littérature, à la musique, à la peinture. L'objectif de la WPA est de ramener les Américains au travail. Et donc, vous avez ici une affiche de 1940 qui montre donc les projets de cette Works Project Administration, puisqu'on est passé de la Works Progress Administration à la Works Project Administration. Et donc, on peut y voir ici des égouts, des piscines, des bâtiments administratifs, des aéroports, des métros, bien encore des écoles. Et donc, il s'agit d'une des principales agences du New Deal. L'objectif, c'est de remettre les habitants des États-Unis au travail, tout en améliorant les qualités de vie et les infrastructures aux États-Unis. Et là, on le voit, hein, donc cette WPA, hein, avec l'emploi qui est une priorité ici, des emplois pour les femmes, donc ici présentées sur cette affiche. Et de nombreuses affiches vont être réalisées comme celle-ci par des différents artistes qui vont vendre cette WPA à l'ensemble des habitants des États-Unis. Alors nous passons maintenant au bilan de ce New Deal, hein. Le bilan du New Deal est plutôt mitigé. D'un point de vue économique, en tous les cas, ce qui en ressort, c'est plutôt mitigé puisque les résultats n'ont pas été ceux qui étaient escomptés. Nous allons le voir. En revanche, d'un point de vue social, le New Deal a permis un certain progrès, hein, notamment on le voit avec les lois par rapport à l'assurance chômage ou bien par rapport aux retraites. Le New Deal est largement plébiscité par la population en dépit de contestations, hein, notamment dans les milieux d'affaires les plus libéraux, hein. Certains qualifient le New Deal de politique socialiste, hein, ce qui est clairement une insulte, hein, aux États-Unis. On peut par exemple citer Henry Ford, l'industriel Henry Ford, qui compare le New Deal, qui évoque le New Deal et l'évoque en disant qu'il est le bras de la finance internationale, hein, sous-entendu des Juifs. Henry Ford était plus ou moins antisémite. Il a d'ailleurs été salué en partie par le régime nazi. Il a eu une décoration venant du régime nazi. Alors, on va voir un peu quel est le bilan chiffré de ce New Deal, et puis on va conclure par rapport à cet exposé. Alors, si on se base, hein, sur ce document tiré de l'histoire du XXe siècle de Serge Bernstein et Pierre Milza, on se rend compte que la production nationale, d'un point de vue économique, ne retrouve pas son niveau d'avant la crise. En 1935, on est encore là à 72 milliards de dollars par rapport au produit national brut des États-Unis,
alors qu'on était à 104 milliards de dollars en 1929. De la même façon, en baissant, la production industrielle ne retrouve pas non plus son niveau d'avant la crise. Il en va de même pour le chômage. On peut compter qu'en 1939, il y a encore 17% des actifs états-uniens qui sont au chômage. Les exportations, eux, peinent à redécoller, et ce qui pousse à limiter les importations et donc davantage de protectionnisme. Et puis de la même façon, la paupérisation agraire ne cesse pas et la surproduction agricole refait rapidement surface, ce qui refait baisser les prix. C'est ce qu'on peut voir à travers le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère, ce roman donc qui évoque la situation des travailleurs agricoles dans l'Oklahoma qui doivent quitter leurs terres après la Grande Dépression de 1929 et on se rend compte que la politique menée par Roosevelt ne permet pas de lutter contre la baisse des prix agricoles. Alors du point de vue social, le bilan, lui, est bien plus positif, hein, puisque la WPA a permis le développement artistique dans le pays et les travaux publics ont permis donc de réaliser de nombreux bâtiments qui ont été bénéfiques à la population aux États-Unis. De la même façon, la SSA permet l'apparition, on l'a dit, d'une protection sociale plus étendue hein, pour les chômeurs et les personnes âgées. Alors parmi les limites hein, de ces mesures sociales, on peut évoquer le sort toutefois des Afro-Américains qui souvent vont être exclus des mesures du New Deal. Hein. Souvent, il s'agissait de métayers ou de domestiques qui vont peu bénéficier hein, donc des effets du New Deal. Ils vont par exemple être exclus très souvent des assurances chômage et vieillesse. Et puis les subsides donc versés avec l'Agricultural Adjustment Act vont bénéficier surtout aux grands propriétaires terriens qui ne vont pas hésiter à licencier leurs métayers noirs afin de ne pas les augmenter. Donc les Noirs africains, les Noirs américains vont très peu profiter des effets du New Deal. De la même façon, hein, ces derniers sont victimes de lynchages répétés et aucune loi hein, n'est passée à ce moment-là pour ne pas fâcher les électeurs démocrates des pays, enfin des États du Sud. Et donc on a une politique qui n'est pas très positive pour les Afro-Américains. C'est une des limites du New Deal. Et donc, si on revient un peu sur les différentes mesures, hein, les subventions, encore une fois, subventions qui vont davantage aller aux grands propriétaires terriens, qui, à qui on demande de réduire donc leur surface agricole. Et donc, cette réduction des surfaces agricoles, ça va même pousser à un licenciement massif d'Afro-Américains dans les États du Sud. Donc la liberté syndicale accordée aux ouvriers, c'est également un des progrès avec la loi Wagner. Les salaires des fonctionnaires réduits, ça va poser problème pour les fonctionnaires et ça va aussi être largement critiqué par les vétérans qui, eux, voient leur pension réduite. Et la protection sociale, mais ne touche pas tout le monde puisque souvent les Afro-Américains en sont exclus. Alors si on reprend dans le détail, là vous avez l'ensemble des mesures prises donc par Franklin Roosevelt et via le New Deal. Donc on retrouve les différentes lois dont on a parlé auparavant. Donc les lois principales, hein, vous pouvez le lire tranquillement, les lois principales qui ont eu lieu lors du New Deal. Finalement, en 1940, alors que Roosevelt, lui, remporte l'élection présidentielle pour la troisième fois, il indique ne plus tellement apprécier son surnom hein, qu'on lui donnait à l'époque, le surnom de Dr New Deal. Il déclare que celui-ci va être remplacé donc par un nouveau surnom, Dr Win the War. Et donc Dr Win the War, donc le docteur gagne la guerre, puisque la Seconde Guerre mondiale est imminente hein, en 1939-1940. Et finalement, c'est cette Seconde Guerre mondiale, grâce au Victory Program, qui va permettre aux États-Unis de sortir définitivement de la crise, de retrouver la croissance économique ainsi que le plein emploi. Alors, une dernière chose par rapport au New Deal, celui-ci a été en partie théorisé par John Maynard Keynes, hein, économiste donc, qui a écrit en 1936 la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie.
et les idées de Keynes sont en partie inspirées, les idées du second New Deal, hein, notamment par rapport, donc à la WPA. Et donc, ces idées keynésiennes, on parle de keynésianisme ou de théorie keynésienne, ça part du principe que l'État doit investir, les pouvoirs publics doivent intervenir dans l'économie afin de soutenir la demande et de stimuler l'investissement, améliorer le pouvoir d'achat des populations, ce qui permet de ramener la croissance. C'est le keynésianisme ou bien la théorie keynésienne. Enfin, nous pouvons conclure sur ce premier exposé, donc Franklin Delano Roosevelt et le New Deal, et faire une petite ouverture vers le deuxième exposé du chapitre, à savoir le Front populaire, puisque une partie des mesures du Front populaire sont inspirées du New Deal réalisé par Roosevelt aux États-Unis à partir de l'année 1933. Et donc, nous avons fait le tour un petit peu de ce New Deal avec ses points forts et ses points faibles. Et donc, je vous propose d'arrêter maintenant et on se retrouvera donc pour une vidéo ultérieure en rapport avec le deuxième exposé, en rapport avec le Front populaire et les accords Matignon de 1936.